Le capitaine de l'armée française, Charles Tchonéré, a été tué à Hérennes dans la Somme le 7 juin 1940. Sa mort tragique est mise en scène ici de manière imaginaire en se basant sur un fond historique. Un sous-officier allemand se présente devant des prisonniers africains et français. Il s'adresse alors à d'autres soldats allemands sur un ton irrité. Regardez-moi ces Schwartz. Comment des sages comme eux aient pu bloquer notre progression pendant 72 heures et nous infligent des pertes sévères. Je suis déçue que nous ayons pu nous rendre. Mais je suis quand même fière d'avoir combattu sans relâche ces 3 derniers jours. Oui, Charles, je partage ton point de vue. Sur ce front de la Somme, à 1 contre 3, nous venons de nous battre comme des lions. Que faites-vous avec cet officier français? Je vous ordonne de vous diriger immédiatement avec les autres sous-hommes de couleur noire. Je ne suis pas un sous-homme. Je suis le capitaine Charles N. Choréré, le commandant de la 5e compagnie du 2e bataillon du 53e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais qui nous a tenu tête vaillamment ces 3 derniers jours. Vous devez respecter ma condition de soldat d'après la Convention de Genève. Ne me salis pas avec les paroles de bêtes sauvages et retourne avec ceux de ton espèce. En tant que frère d'armes du capitaine N. Choréré, je conteste contre cette manière de traiter un officier français. Par ailleurs, cet homme est un héros de la Grande Guerre. Il est donc inacceptable de le discriminer ainsi pour sa couleur de peau. Ah, capitaine, Ainsi est mort le capitaine El Choréré pour avoir voulu faire respecter sa dignité d'officier français et d'homme de couleur. Nous lui dédions ces mots qui cherchent à lutter contre d'autres mots encore aujourd'hui, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le racisme est un crime, une violence criante ou silencieuse, des mots sortis à tort et à travers qui baissent les âmes, des actes violents qui dressent des corps. Quel dommage de mettre les gens dans des cases. Quel dommage de repousser cette marque qui fait notre diversité. Quel dommage de ne pas écouter ces femmes et ces hommes sous prétexte qu'ils ne le méritent pas. Quel dommage de les effacer car ils n'auraient soi-disant pas d'importance pour la société. Quel dommage de ne pas ouvrir les yeux sur la beauté du monde. Il ne faut pas discriminer les autres à cause de leur couleur de peau ou de leur origine. On ne choisit pas qui l'on est, mais on doit le porter avec fierté. On ne doit pas juger l'autre sur sa différence, ni le laisser de côté. Cessons toute discrimination, laissons place à l'unisson. Charles N. Choréré s'est sacrifié pour notre liberté, il ne fut pas le dernier. À l'occasion du 80e anniversaire de la naissance de la France libre du général de Gaulle, 2 historiens imaginaires répondent aux questions d'un journaliste sur le plateau d'une émission d'histoire grand public. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons accueillir Charlotte et Alan, 2 historiens venus nous parler du brigadier Barry Ben-Mekki. Bonjour. Qui était donc cet homme en juin 1940? À cette date, Brahim Ben-Mekki est un spahis marocain de l'armée française, un soldat expérimenté âgé de 41 ans qui a le grade de brigadier. Permettez-moi de vous arrêter tout de suite. Qu'est-ce que signifie d'être un spahis et brigadier? Les spahis désignent des cavaliers de l'armée française d'Afrique du Nord, appelée l'armée d'Afrique, dont le recrutement est principalement constitué de soldats musulmans. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les unités de spahis se mécaniseront progressivement, notamment avec l'arrivée de blindés légers tels que le char et le tank. Quant au terme de brigadier, il désigne le premier grade dans l'échelle hiérarchique militaire, juste au-dessus des conditions de soldat. Mais pourquoi nous parler de cet homme alors que nous commémorons le 80e anniversaire de la France libre? Car Brahim Ben-Mekki est un des premiers soldats de l'armée française
à rejoindre la France libre avec son officier, le capitaine Jourdier, et quelques camarades français et marocains au cours d'une véritable épopée. Mais pourquoi parlez-vous d'une épopée? Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte elle s'est déroulée? Quand la France signe l'armistice avec l'Allemagne nazie le 22 juin 1940, le brigadier Benmeki est au poste Levant, l'actuel Proche-Orient, au sein du 1er régiment de Spahis marocain, dont il est le charismatique porte-famille. Le 30 juin, il participe à une manœuvre le long de la frontière libano-palestinienne au sein du 1er escadron commandé par le capitaine Jourdier. Cet officier, qui refuse la défaite française sans avoir entendu d'ailleurs l'appel du général de Gaulle, profite de cette manœuvre pour proposer à ses hommes de quitter l'armée française postée au Levant, qui a choisi d'obéir au maréchal Pétain, en rejoignant les Britanniques en Palestine afin de poursuivre la guerre. Pareil, Benmeki fait partie des quelques Spahis qui le suivent sans hésiter. Au terme d'un long périple à cheval, voilà ce Shibani. Excusez-moi. Le terme Shibani désigne en arabe dialectal un ancien engagé sur le chemin de la résistance. Le 17 juillet, il fait donc partie de ces 39 Spahis, dont 18 Marocains, qui s'embarquent pour l'Égypte au sein de l'escadron Jourdier. Mais jusqu'où le mènera ce chemin? L'épopée de Brahim Benmeki et de ses frères d'armes français et marocains se poursuit au sein des forces françaises libres, avec lequel ils combattent de 1941 à 1945. En Érythrée, en Syrie, en Tunisie, puis lors de la libération de la France et enfin en Allemagne. Tandis que les chevaux laissent place aux blindés et que l'escadron Jourdier intègre le 1er régiment de marche de Spahis marocains, le brigadier Brahim Benmeki termine la guerre avec le grade d'adjudant. Merci de nous avoir écoutés. Et merci de nous avoir reçus. Si Ali Baba n'est plus, son esprit est toujours présent. Il s'adresse aujourd'hui à vous, les vivants. C'était le 20 juin 1940. J'avais 24 ans. Engagé volontaire comme tirailleur dans l'armée française, je fus fait prisonnier par les Allemands à la suite de notre défaite durant la bataille de France en mai-juin 1940. Sur mon chemin de captivité, le trajet me paraissait interminable. J'avais l'impression que plusieurs jours s'étaient écoulés, mais en réalité, je n'avais aucune idée du temps passé à marcher. Je n'avais aucune idée non plus du lieu où on m'emmenait. Quand je suis arrivée à destination, j'ai alors découvert un vaste camp de prisonniers réservé aux troupes coloniales françaises. Dans ce Franchtalag, mes compagnons étaient dans le même état que moi. Ils avaient l'air anéantis et tout le monde se demandait quand est-ce que nous allions sortir d'ici. Malheureusement, pour mes camarades de captivité, ce n'était que le début d'un long calvaire pour la grande majorité d'entre eux. La nuit tombait, je n'avais aucun moyen de savoir quelle heure il était. Le temps semblait passer au ralenti, j'avais du mal à trouver mon sommeil. Les lits étaient si inconfortables, mais je finis par m'endormir tant j'étais épuisée. Je me réveillai encore harassé. J'avais passé une très mauvaise nuit. Un garde allemand s'approcha et me donna son propre repas, puis il me dit « Vous allez rester enfermé ici longtemps ?» Je ne lui répondis pas par peur qu'il réagisse mal, puis il ajouta « Vous savez, moi aussi j'ai hâte que la guerre se termine. Ma femme et mes enfants m'attendent à la maison, il me manque énormément. » Je lui répondis avec incompréhension. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Pour vous montrer que je vous comprends. Vous savez, je n'ai jamais voulu devenir gardien de ce camp, et encore moins exécuter des soldats noirs de l'armée française, comme cela a été le cas il y a quelques jours. J'obéis aux ordres de ma hiérarchie. Si ma femme apprenait tout cela et qu'elle savait tout ce qu'on m'a fait faire depuis que je suis entrée en France avec la Wehrmacht, alors elle ne me verrait probablement plus comme avant et me traiterait de monstre. Je ne savais pas quoi lui répondre. Je pouvais voir dans son regard toute la tristesse et la culpabilité qui le rongeaient. Il poursuivit. Enfin bref, mange ce repas et régale-toi. Puis il s'en alla. Peu de temps après, un autre garde ouvrit la porte, entra dans ma baraque pour me frapper au visage et me ruer debout. Cela dura un long moment. Puis il sortit furieux. Après cela, on m'emmena à l'infirmerie. À côté de moi, je vis le garde qui m'avait donné à manger se faire arrêter par un officier car il semblait qu'il était considéré comme un traître. On me ramena à ma baraque. La journée passa, le soir arriva. On ne me donna pas à manger et je m'endormis. Le lendemain, j'ai rencontré un groupe de prisonniers qui étaient là depuis un peu plus longtemps que moi. L'un d'entre eux me dit « Dans 2 jours, nous prévoyons une évasion. Veux-tu te joindre à nous ?» J'accepte, mais quelle est la condition? Il y en a forcément une. En échange de ta participation à l'évasion, tu dois accepter de mettre en danger ta vie pour nous. Marché conclu. Marché conclu.
2 jours plus tard, c'était le jour de l'évasion. Nous avions prévu d'attendre la nuit qui gênait la visibilité des gardes. Auparavant, je devais me débrouiller pour voler des pinces afin de couper les fils de barbelés, chose que je parvins à faire. La nuit tomba, nous sommes sortis de nos baraques et nous avons pu faire un trou dans la clôture qui entourait notre camp. Mais une fois sortis du front Stalag, chacun partit de son côté. Pour ma part, je pris la direction des montagnes. Je marchais sans savoir où aller, errant pendant quelque temps dans les Vosges. Début 1941, par chance, je trouvai un refuge dans le petit village de Toulincourt où j'obtins de faux papiers. C'est là que je fis connaissance de Marcel Harburger, avec lequel je m'engageais dans la résistance. C'est ainsi qu'au printemps 1943, je contribuais à l'organisation du premier maquis des Vosges. Les Allemands me surnommaient le terroriste noir, je leur en ai fait voir, vous pouvez me croire. Mais ils ont fini par m'arrêter avec mon compagnon de lutte Marcel. Après nous avoir torturés, ils nous exécutèrent le 18 décembre 1943 à Épinal. C'est ainsi que moi, Adiba, jeune homme originaire de Guinée, j'ai donné ma vie pour la liberté de la France. N'oubliez jamais, jamais, Jamais. jamais. De son vivant, Jafar Kemdoudi n'a jamais voulu donner d'interview. Les textes qui suivent sont donc un mélange d'imaginaire et de faits réels en lien avec son parcours de vie. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Nous accueillons aujourd'hui Jafar Kemdoudi, un héros de la Seconde Guerre mondiale qui a fait face à la mort plus d'une fois au cours de cette période. D'abord sur le front en 1940, puis dans la résistance française intérieure, et puis lors de sa déportation dans les camps de concentration nazis. Merci de m'avoir invité à témoigner sur cette période de ma vie, sur laquelle je suis resté discrète jusqu'à présent. C'est vrai, le danger et la mort ont été mes compagnons durant toutes ces années de guerre. J'ajouterai la peur et la détermination. Par contre, j'enlèverai ce qualificatif d'héros. Votre modestie est tout à votre honneur, mais au regard de vos actes, ce terme est justifié. Avant d'évoquer votre engagement, parlez-nous de votre vie avant la guerre et de votre enfance. Eh bien, je suis né le 12 novembre 1917 dans la ville d'Omal, aujourd'hui Soul El Ghazlan, en Algérie, qui était à l'époque une colonie française. Mon père était un artisan tailleur. Au début des années 1930, j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. Cependant, les relations avec mon père étaient quelque peu compliquées. C'est pour cela qu'à mes 17 ans, j'ai quitté le domicile familial après une dispute avec mon paternel. Je suis parti vivre à Marseille, puis en Moselle, avant de m'installer à Lyon à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Vous ne voudriez pas développer un peu plus la relation avec votre père? Je suis désolé, j'ai pas trop envie d'en parler. Vous devez juste savoir qu'entre lui et moi, c'était un peu comme à la guerre, si je peux me permettre cette image. Bon, la guerre, la vraie cette fois-ci, qui éclate en septembre 1939, doit donc mobiliser dans l'armée française. Oui, en effet. Mon niveau d'études et ma maîtrise solide de l'arabe et du français m'ont amené à exercer un poste d'encadrement au sein d'une unité de soldats algériens. Malgré les souffrances de la guerre et le danger permanent, notamment dû aux bombes et aux obus allemands, j'ai pu créer un lien très fort avec ces combattants, en vivant avec eux, à leur côté, tout simplement. Lors de la défaite de mi-juin 1940, nous avons eu de la chance de pouvoir éviter la captivité. Et sous l'occupation allemande, qu'est-ce qui vous a ensuite poussé à rejoindre la résistance? J'aime aider les gens, à mon niveau, avec mes moyens. À la mi-1942, j'ai été recruté par l'armée secrète. Ma maîtrise du français et de l'arabe m'ont permis d'être infiltré comme secrétaire-interprète auprès du service allemand du travail à Lyon. Je profitais de mes fonctions pour établir de faux certificats de santé et de faux laissez-passer pour les réfractaires au STO et pour les juifs persécutés, notamment les enfants de Saint-Fond et de Vénissieux. J'alertais aussi les individus recherchés et transmettais des informations à la résistance. Malheureusement, vous finissez par être dénoncé et arrêté. Oui, en effet. J'ai été arrêté le 23 juin 1944, interné à la prison de Montlag. J'ai ensuite été déporté dans le camp de Neuengamme, puis dans celui de Malchow et enfin celui de Ravensbrück. Quand je suis arrivé dans mon premier camp de concentration, je m'attendais au pire et j'étais largement servi. J'ai finalement été libéré en avril 1945 par les soviétiques. Même si mon passage dans les camps de concentration m'a affaibli, puisque je suis devenu invalide à 100%, il m'a également permis de voir au plus près de la barbarie nazie. Ce qui m'a renforcé dans mes convictions sur mon engagement dans la résistance. Alors, si je devais le refaire, je le referais sans hésiter. Eh bien, il en faudra plus des gens comme vous. Notre monde en serait bien meilleur. Vous nous disiez au début de cette interview que vous ne vouliez pas trop développer la relation avec votre père. Eh bien, voici une lettre de votre père, justement.
écrite en 1940, perdue lors de la défaite, et qu'un historien a retrouvée avant de nous la remettre. La raison pour laquelle nous avons envie aujourd'hui. Pour Jafar Kendoudi, mon fils, je t'ai vu partir les larmes aux yeux, avec le lourd regret de cette distance qui s'était creusée entre nous. Il est vrai que dans ta jeunesse, je fus un père très autoritaire. Je ne t'ai jamais laissé le temps de t'adapter à ce monde et je m'en excuse sincèrement. J'espère pouvoir te voir à nouveau pour t'embrasser et me réconcilier avec toi. Comme tu le sais, j'ai connu la guerre de 14-18 et je sais ce que cette horrible chose qu'est la guerre engendre à travers le temps. Je sais qu'elle fait des ravages dans les esprits et le cœur des personnes, dans ces familles brisées par l'éloignement et par le deuil. Même si je ne pense pas que tu liras ma lettre, j'espère cependant que tu sais à quel point je t'admire, non seulement pour ta persévérance, mais également pour ta gentillesse qui a réussi à franchir la muraille qui est mon cœur. Te rappelles-tu de la fois où tu avais volé au secours d'une jeune fille qui allait se faire percuter par une voiture? Tu étais déjà un sacré bonhomme à l'époque. Alors je t'en supplie mon fils, reviens-moi sain et sauf. Affectueusement, ton père oublié. Malheureusement, de nombreuses familles furent brisées par la guerre. Heureusement, certains liens sont trop profonds pour être sectionnés si facilement. Alors merci de votre attention, merci de nous avoir suivis jusqu'ici, et profitez de vos proches avant qu'il ne soit trop tard. Après la défaite française de juin 1940, l'amiral Robert, haut-commissaire de la France aux Antilles et en Guyane, choisit d'obéir au maréchal Pétain et au régime collaborateur de Vichy. Des centaines d'Antillais et de Guyanais entrent progressivement dans la résistance et cherchent à s'échapper pour rejoindre la France libre du général de Gaulle. Ils sont surnommés localement les dissidents. Voici le récit romancé de la fuite de l'un d'entre eux, Rémi Oligny, dit Miko, avec deux amis, tous les trois lycéens, à Fort-de-France. Hé Miko, t'as vu cet imbécile de Robert qui nous a dit qu'on nous avait convoqués? Je sais que vous voulez partir. Il m'a foutu les jetons avec son air menaçant. Oui, c'est sûr, à présent, il nous a à l'œil et nous sommes fichés. Vous avez dit que c'était une mauvaise idée et d'afficher aussi ouvertement dans le lycée notre soutien au général de Gaulle et aux Alliés. On n'a plus le choix. Nous devons partir le plus tôt possible afin de ne pas nous faire arrêter. J'ai une idée. L'île britannique de Sainte-Lucie est à environ une trentaine de kilomètres de la Martinique. Nous pourrions la rejoindre par la mer en simulant une partie de pêche sur un petit canot à voile. Regardez. Vous croyez que l'amiral est idiot et qu'il n'a pas des hommes qui surveillent le port? Tu as peut-être raison, mais qui nous croirait assez fou pour nous enfuir jusqu'à Sainte-Lucie sur un simple canot à voile alors que nous avons à peine 19 ans? C'est décidé. Nous partons demain dès l'aube. Profitons de cette nuit pour nous reposer. Et les copains, pas un mot à personne, ok? Même pas à ma mère? Écoute ce qu'a dit Miko, à personne, c'est préférable pour Tono. Le lendemain matin, en mer. Ça y est les amis, on a réussi à prendre le large sans nous faire arrêter. Le vent nous pousse maintenant à bonne vitesse en direction du sud. Si tout va bien, nous arriverons sur les côtes de France, les côtes de Sainte-Lucie avant ce soir. Oui, et là, nous pourrons espérer rejoindre les forces françaises libres. Oui, je suis rassuré à présent, mais ça fait bizarre de quitter son île natale. On est quelle date déjà aujourd'hui? Le 15 janvier 1980. C'est un jour que nous retiendrons tous les trois si notre aventure ne se termine pas au fond de la mer d'ici à ce soir. Ne vous inquiétez pas, la mer est calme et notre canot est bien étanche. Il n'y a plus de questions à se poser maintenant. Nous savons pourquoi nous sommes partis et avec qui nous voulons combattre. J'espère que nous reviendrons tous vivants, mais au moins nous irons participer à ce combat pour la liberté. Vive la liberté! Lettre imaginaire de Mohamed Ben Slimane, écrite à sa famille avant son exécution par les Allemands au mont Valérien.
bien, ton père nous a envoyé une lettre. Ma tante Marie-Louise, mes enfants chéris, quand vous recevrez cette lettre, je serai décédée. Ma date d'exécution est prévue demain, 11 août, au Montbéliard, avec à mes côtés 87 autres otages. Nous avons appris que nous serons fusillés par les Allemands en représailles aux attentats commis par la résistance ces dernières semaines. Avant mon exécution, j'ai décidé de vous raconter mon histoire, surtout à vous, mes enfants, afin que vous sachiez pourquoi votre papa n'est plus avec vous. Le 23 juin 1942, date importante pour moi, j'ai été capturée par des policiers français collabos. Je tiens à te remercier, ma très chère Marie-Louise, d'avoir fait tout au possible afin de me faire libérer, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné, comme tu le sais. Mes chers enfants, il faut que vous connaissiez l'engagement de votre papa qui l'a mené à cette arrestation. À partir de février 1942, je me suis portée volontaire pour lutter contre l'occupant allemand et du collabo français en rejoignant l'organisation spéciale, l'appareil clandestin du Parti communiste. C'est ainsi que j'ai participé à la préparation d'un attentat à la bombe contre un café-tabac fréquenté par des policiers collabos qui a eu lieu le 29 mai 1942. La réaction de la police a été malheureusement d'une redoutable efficacité. Les arrestations de mes camarades ont cessé alors de se multiplier. J'ai donc été capturée à mon tour le 23 juin sur mon lieu de travail en même temps que 4 autres de mes camarades militants communistes de Villejuif. J'ai été immédiatement emprisonnée à Fresnes où j'ai été accusée d'avoir participé à l'attentat à la bombe du 29 mai. Le 26 juin, les autorités françaises m'ont livré aux autorités allemandes. J'ai refusé de leur révéler le nom de mes camarades de l'organisation sociale. Mes tortionnaires m'ont alors accusé d'entente avec l'ennemi. Je meurs en ayant fait mon devoir d'homme libre et de père de famille, mes chers enfants. J'espère que mes actions porteront leurs fruits. J'ai fait tout mon possible pour vous protéger et pour contribuer au retour de la liberté en France. Mes bourreaux, aveuglés par leur haine, m'enlèvent la vie en laissant derrière moi 5 enfants orphelins de père et une femme veuve. Ils m'enlèvent les personnes les plus importantes à mes yeux et à mon cœur. Quel sacrifice! C'est à vous que je penserai demain, devant mon retour d'exécution. À jamais dans mon cœur, adieu ma petite femme et mes enfants chéris. Votre Mohamed. Aujourd'hui, en cours d'histoire, notre professeur nous a proposé de travailler sur plusieurs portraits de combattants de la liberté. Nous avons choisi celui de Yorgi Colli. C'est la photo d'un homme qui paraît fier, intimidant mais au regard triste. On peut deviner qu'il a traversé des moments difficiles et d'une très grande intensité. En découvrant sa biographie, nous avons appris que cet homme, né le 8 janvier 1896 au Tchad, est un militaire de carrière. Et qu'il a beaucoup voyagé durant la Seconde Guerre mondiale. Du Congo à la France, en passant par le Gabon, la Syrie, le Fezzan, la Tunisie et l'Italie. En quittant ses proches, il a dû se trouver une nouvelle famille auprès de ses frères d'armes, français et africains, avec lesquels il a tissé des liens pour se sentir moins seul durant la guerre. Une guerre qui a marqué sa vie par les épreuves endurées, avec leur lot de souffrances morales et physiques, soumis aux intempéries, aux privations et aux feux ennemis. Une guerre qui a marqué sa vie par les images effroyables qui ont frappé ses yeux, par la douleur et la tristesse qu'il a ressentie en voyant ses frères d'armes du bataillon de marche numéro 1 se faire tuer ou blesser. Leur corps troués, déchiquetés ou décapités par les balles, les grenades, les mines, vision d'épouvante et traumatisante à jamais dans son esprit. Mais une guerre qui a aussi marqué sa vie par les exploits accomplis et la gloire récoltée sur les chemins de la liberté. Promu sous-lieutenant dès 1941, puis lieutenant 2 ans plus tard, le charailleur Yorgi Colli s'est illustré sur le terrain avec ses qualités de chef. Et par son courage qui lui ont valu plusieurs citations et décorations, dont la Croix de la Libération. Merci de votre attention. Interview imaginaire du fils d'Abdelkader Mesli en 2011 sur le plateau d'une chaîne d'information française réalisée par 2 journalistes. Bonsoir chers téléspectateurs. Dans le cadre de chronique Histoire et Mémoire de France, nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Mohamed Mesli. Bonsoir mesdames. Merci de m'avoir invité ce soir pour sortir de l'oubli des actions de résistance de mon père, Abdelkader Mesli, sous l'occupation allemande de 1940 à 1944. En effet, vous avez été fait très intéressant à nous révéler. Mais une question nous brûle les lèvres. Pourquoi seulement maintenant, 70 ans après cette période sombre de votre histoire et 40 ans après le décès de votre père? Tout simplement parce que j'ignorais tout de mon père avant l'an dernier. Je savais juste qu'il était imam de la mosquée de Paris et qu'il avait été déporté. Comment avez-vous découvert ce secret?
C'est grâce à ma femme, en 2010, lorsqu'elle a nettoyé la vieille maison de mes parents défunts, elle a découvert une valise contenant des centaines de documents relatifs aux actes de résistance de mon père. De quel acte s'agit-il? Au côté du recteur de la mosquée de Paris, Kaddour Ben Gabri, mon père participait au sauvetage de familles juives en leur délivrant de faux papiers. Selon les historiens, ensemble, ils ont sauvé entre 500 et 1600 juifs. Vers la fin 1942, il a été nommé délégué de la mosquée de Paris. En février 1943, il a été contacté par Bordeaux par l'organisation de résistance de l'armée pour succéder à Mohamed Taleb dans une mission de résistance aux soldats nord-africains qui s'échappaient des fantassins. Il en a fallu de l'énergie et du courage pour mener toutes ces actions. Oui, en effet, parlez-nous un peu de ce père très engagé. Quelles étaient ses origines? Il est né en 1902 à Kémy, en Algérie, qu'il a quitté à 17 ans pour gagner la France. Après avoir exercé différents métiers manuels, il a été imam de la mosquée de Paris au début des années 1930. Revenons à son action dans la résistance. Que savez-vous au sujet de son arrestation puis de sa déportation? Les premiers mois de l'occupation, les autorités de Vichy ont soupçonné mon père d'une dénonciation. Il a été arrêté le 5 juillet 1944 par la Gestapo avant d'être torturé et déporté le 9 août au camp de Dachau, puis transféré à Mauthausen. Quand il a été libéré le 5 mai 1945, affaibli et souffrant, il ne pesait plus que 30 kilos. C'est l'ambulance, les pauvres qui l'ont tué. Qu'as-tu devenu après son retour de déportation? Après qu'il a été soigné et qu'il est bien récupéré, il a repris son activité d'imam à la mosquée de Bouligny. Et il s'occupait aussi du cimetière musulman de cette commune. Il a épousé ma mère, Aïcha, en 1951 et a eu 2 enfants, ma sœur aînée, Yamina, et moi. Pour conclure cet entretien, quel message aimez-vous transmettre à nos chers téléspectateurs en lien avec le parcours d'engagement de votre père? Si je suis venue sur votre plateau télé, ce n'est pas seulement pour rendre hommage à mon père, mais pour vous dire que les juifs et les musulmans sont capables de vivre ensemble, puisqu'ils l'ont fait avant, au cours de l'histoire. Mon père était soufi et à cette branche de l'islam repose un précepte important que j'aimerais rappeler à chacun. Le pire ami de l'homme, c'est de ne rien savoir. C'est ainsi que s'achève cette histoire. Merci pour votre attention. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter le carnet de guerre de Jean Tranap, au visionnage. Je m'appelle Jean Tranap. Je suis compagnon de la Libération, habitant de Nouvelle-Calédonie. Je me suis engagé en 1940, à la veille de mes 22 ans, dans le bataillon du Pacifique, au sein des forces françaises libres. Samedi 14 février 1942, Bir Hakeim, Libye. Nous nous installons sur l'emplacement d'un ancien poste italien au milieu du désert libyen. Une vaste étendue de sable et de pierres à perte de vue. Le soleil est brûlant et le sable pénètre partout. Les copains jouent un peu de guitare pour nous changer les idées. Jeudi 14 mai 1942, Bir Hakeim, Libye. Depuis 3 mois, nous construisons des fortifications et nous nous enterrons en prévision d'une offensive germano-italienne. Notre chef, le général Koenig, nous a expliqué que la mission de notre brigade, forte de 3700 hommes, est de couvrir le flanc sud de la 8e armée britannique afin d'empêcher toute manœuvre de débordement de la part de l'ennemi. Plus de 120 000 mines ont été disposées. Nous sommes infestés par les poux et nous ne mangeons que des potatoes et du cornet de beef, à même les boîtes de conserve. Mardi 26 mai 1942, Bir Hakeim, Libye. Aujourd'hui, on nous informe que 2 colonnes ennemies avancent dans notre direction. Nous nous préparons au combat contre les troupes germano-italiennes commandées par le général Rommel. Mercredi 27 mai 1942, Bir Hakeim, Libye. Nous avons repoussé sur le flanc sud-ouest les chars de la division italienne Ariete et fait de nombreux prisonniers. L'ennemi s'est replié en abandonnant 35 épaves sur le terrain. Mardi 2 juin, Bir Hakeim, Libye. Ce matin, les premiers obus allemands nous ont arrosés et nous avons riposté. Vent de sable l'après-midi. Nous sommes encerclés par les forces ennemies 10 fois plus nombreuses. Hier, nous avons reçu l'ordre de tenir coûte que coûte, encore 6 jours, malgré le pilonnage quotidien de l'artillerie adverse et les bombardements aériens redoutables. Dimanche 7 juin 1942, Bir Hakeim, Libye. Nous sommes à court de munitions, d'eau et de vivres. Je me suis porté volontaire avec 4 autres compagnons sous les ordres du lieutenant Bellec pour aller au-devant du ravitaillement.
nous avons traversé les lignes ennemies, feux éteints, pour guider le convoi de ravitaillement constitué de 15 camions britanniques. Avec ce ravitaillement, nous allons encore pouvoir tenir la position de notre camp retranché. Lundi 8 juin 1942, Bir Hakeim, Libye. Dès 7 h du matin, l'offensive allemande fait rage avec le passage régulier de bombardiers. Beaucoup de mes camarades et de nos supérieurs ont été tués ou blessés par des éclats d'obus, comme le lieutenant-colonel Félix Broch, notre chef de bataillon, si apprécié et que nous surnommions affectueusement en tahitien le Métua. Mardi 9 juin 1942, Bir Hakeim, Libye. Pendant toute la nuit, les Allemands n'ont cessé de lâcher des fusées et de battre nos positions de défense avec leurs mitrailleuses pour nous empêcher de prendre du repos. Mercredi 10 juin 1942, Bir Hakeim, Libye. Nous avons tenu encore 2 jours supplémentaires à la demande de l'état-major britannique. Notre situation est des plus critiques, car le dispositif défensif est maintenant entamé par un adversaire résolu qui s'apprête à donner le coup de grâce. De plus, nos ressources en eau, en vivres et en munitions sont presque épuisées. Après 14 jours et 14 nuits d'une farouche résistance, nous avons enfin reçu l'ordre d'évacuer. Jeudi 11 juin 1942, Bir Hakeim, Libye. Vers minuit 15, nous avons déclenché une sortie de vive force avec plus de 300 véhicules et encore en état de marche, précédés par des unités d'infanterie. En tant que chef de groupe, j'ai donné les dernières instructions à mes hommes. Le silence de la nuit a ensuite laissé place au fracas des armes, tandis que le ciel est illuminé par les fusées éclairantes et les balles traçantes. Au terme de cette nuit, à la fois tragique et fantastique, selon les points de vue, j'ai réussi avec mes hommes à rejoindre l'échelon de recueil britannique qui nous attendait à environ 11 km, avec des moyens de transport. Ce soir, je suis épuisée, les yeux rougis et le corps endolori, mais tellement fière de ce que nous venons d'accomplir avec mes camarades de la 1re brigade française libre. Nous serions plus de 2500 hommes à avoir réussi cette évacuation. Un véritable exploit à la mesure de l'importance de notre combat pour la liberté. Charlotte, journaliste historique. Paul Koudoussarane, originaire de Lubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, est l'un des nombreux héros de la Seconde Guerre mondiale en provenance des colonies françaises. Nous aimerions aujourd'hui vous raconter son exploit accompli en Libye le 8 juin 1942. Ce tirailleur du bataillon de marche numéro 2 était alors chargé d'apporter des munitions pour protéger un observatoire d'artillerie à Bir Hakeim. Un camp retranché où la 1re brigade française libre était totalement encerclée par les forces germano-italiennes depuis une semaine. Au cours de cette action, il a été blessé par balle, mais cet homme n'était pas n'importe qui. Car malgré sa blessure et les tirs ennemis, il a réussi à mener à bien cette mission périlleuse pour éviter que la position défendue ne tombe. Il y a journaliste historique. Imaginez-vous avancer ainsi en prenant plusieurs kilos de munitions à bout de bras ou sur vos épaules, avec une balle dans le corps et les dangers partout autour de vous. En réalité, personne ne peut imaginer cela, sauf à lui soi-même. Mais il y a une chose dont nous sommes capables, et c'est même notre devoir, ne pas oublier le courage et le dévouement de ce tirailleur ainsi que de celui de tous ces soldats qui ont combattu et qui sont sacrifiés pour vaincre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste et ainsi rétablir la liberté en France. Une liberté dont nous profitons encore de nos jours pour notre plus grand bonheur. L'engagement de cet homme valeureux ne s'est pas limité à cet acte héroïque dans le désert de Libye. Il a combattu ensuite en France, sur le front de l'Atlantique, pour en chasser l'occupant allemand. Malheureusement, il a été blessé une deuxième fois, le 20 février 1945, par l'explosion d'une mine au cours d'une patrouille de nuit devant Royan. Malgré cette nouvelle blessure, il a repris le combat au d'abord de La Rochelle, jusqu'à la victoire des Alliés en Europe le 8 mai 1945, avec une détermination et un talent toujours aussi remarquable. Oui, Paul Koudoussarane était vraiment un combattant hors pair, qui s'est battu pour un pays qui n'était même pas le sien. Nous lui devons beaucoup, ainsi qu'à tous ces soldats d'Afrique. Il fut l'un des rares militaires d'origine africaine à recevoir le titre de Compagnon de la Libération, une prestigieuse distinction que lui a remise le général de Gaulle en personne. Alors, n'oubliez jamais ce nom,
Paul Koudou-Saragne, un combattant de la liberté et un héros pour l'éternité. Merci de votre attention. Un narrateur du temps présent évoque un dialogue imaginaire à l'été 1942 entre le sergent Philippe Bernardino et le général Albert Humblot. Sergent Bernardino, je viens de lire un article sur la bataille de Bir Hakeim à laquelle vous venez de participer. J'aimerais avoir votre éclairage. Oui, bien sûr, mon général, avec plaisir. Laissez-moi d'abord vous présenter le sergent Philippe Bernardino. Il est né le 23 septembre 1915 sur l'île de Tahiti. En 1936, il a entamé une carrière militaire dans l'armée française. Fin 1940. Il s'est engagé au sein des forces françaises libres. Un an plus tard, il est arrivé sur le front de Libye avec son unité de volontaires, le bataillon du Pacifique. Quant au général Albert Humblot, c'est un officier des forces françaises, libre, en poste au Levant. Il s'apprête à discuter de la bataille de Bir Hakeim qui s'est déroulée du 27 mai au 11 juin 1942. Parlez-moi d'abord du site de Bir Hakeim présenté dans l'article comme un lieu inhospitalier. Comment avez-vous fait pour y tenir 15 jours? Je vous rappelle que Bir Hakeim se situe en Libye sur un plateau désertique sans aucun abri naturel. Tout est noté dans mon carnet. Les mois précédant l'attaque germano-italienne, nous avons réussi à transformer le réduit de Bir Hakeim en un véritable camp retranché, en disposant des dizaines de milliers de mines autour d'un périmètre, où nous avons creusé de multiples trous individuels et des tranchées à l'abri desquelles nous avons résisté avec vigueur à chaque assaut sous un déluge de feu et d'acier. Est-ce vrai qu'il y avait autant d'origines différentes de votre unité, comme le laisse penser le journal? Absolument, c'était une véritable mosaïque humaine. En effet, au sein de la première brigade française libre, il y avait des soldats de toutes les origines. Français, européens, néo-calédoniens, nord-africains, nord-africains, lévantins, pondichériens, indo-chinois et tahitiens, comme Philippe Bernardino. Selon l'article, vous avez remporté une victoire éclatante. Oui et non, mon général. On a gagné dans le sens où on a réussi à retarder l'offensive des Germano-Italiens pendant 15 jours. De ce point de vue-là, notre résistance était vraiment héroïque, mais nous n'avons pas réussi à garder notre position. Et à quoi est-ce dû? Les Allemands et les Italiens étaient 10 fois plus nombreux que nous, avec un armement lourd, et ils ont pu nous encercler totalement. De plus, nous avons souffert du manque d'eau et de munitions malgré le ravitaillement de nos alliés britanniques. Comment avez-vous réussi à vous échapper le 15e jour? Nous avons réalisé une sortie de vive force en pleine nuit, ce qui a permis au gros de nos effectifs d'éviter la captivité. D'ailleurs, pour déjouer les écoutes allemandes, c'est en tahitien que les consignes ont été données avant cette évacuation épique. Au final, la première brigade française libre a réussi à évacuer plus de 2600 hommes sur un effectif initial de 3600 hommes. Encore toutes mes félicitations, sergent Bernardino, pour le fait d'armes auquel vous venez de participer. Celui-ci nous remplit de fierté et d'espérance dans le combat que nous menons pour la liberté. J'ai appris que la presse anglophone avait écrit que la bataille de Bir Hakeim constitue à ce jour l'un des plus splendides exploits de la guerre. Bonjour, je m'appelle Mohamed Belhaj et je suis né le 18 mars 1905 à Saïda en Algérie. En août 1923, je me suis engagé volontairement dans l'armée française en tant que soldat de 2e classe au 10e régiment de tirailleurs algériens. C'est là que je me suis fait un ami, Nicolas Marchand. Nous nous sommes rencontrés à l'infirmerie pendant que nous nous faisions soigner. Plus tard, en 1941, c'est pendant la campagne de Syrie que Nicolas est mort d'un éclat d'obus qui l'a tranché en deux. Je vois encore les flaques de sang sur mes habits et son corps gisant sur le sol. Bonjour, je suis Étienne Martin, l'un des derniers compagnons d'armes de Mohamed Belhaj. Le 21 juin, j'ai été touché à mon tour par un éclat d'obus qui m'a blessé à la jambe. Je me souviendrai toujours du moment où l'on m'a dit le 12 juillet que les Britanniques et les forces françaises libres venaient de remporter la campagne de Syrie. Soudain, un choix s'imposait à nous, rester fidèles à Vichy, sous l'autorité du maréchal Pétain, ou rejoindre la France libre du général de Gaulle. Sans hésiter, nous avons choisi, Mohamed et moi, de désobéir à Vichy et de rejoindre les FFL le 6 août suivant. Mais nous avons constaté que nos camarades n'étaient pas du même avis. Beaucoup restaient fidèles à Pétain, bien qu'ils soient un chef autoritaire et collaborateur qui trahissait l'honneur de la France. En octobre 1941,
Je fus promu adjudant et affecté à la 22e compagnie nord-africaine qui venait récemment d'être créée et qui fut ensuite rattachée à la première brigade française libre avec laquelle je suis parti combattre en Libye à Bir Hakeim. Au cours de cette bataille, qui s'est déroulée en mai-juin 1942, j'ai affronté des soldats germano-italiens 10 fois plus nombreux. Nous avons résisté pendant 15 jours, exposés à la soif et à un feu d'enfer. Malgré la fatigue et l'angoisse de mourir, j'ai sauvé mon commandant de la mort à 2 reprises. J'ai ensuite pris part à la campagne d'Italie où j'ai débarqué avec la première division française libre le 20 avril 1944. Avec mes camarades du 22e bataillon de marche nord-africain, nous avons participé à la victoire de Garigliano, au cours de laquelle nous avons percé les lignes allemandes au prix de pertes importantes. Le 1er juillet suivant, j'ai été promu adjudant-chef et j'ai débarqué en Provence le 17 août pour prendre part à la libération de la France, en participant notamment à des combats difficiles à Toulon puis en Alsace. Mon attitude exemplaire et mon courage m'ont permis une nouvelle promotion. Le 25 novembre 1944, j'ai été nommé au grade de sous-lieutenant. Mais le 9 janvier 1945, le véhicule de Mohamed Belhadj a sauté sur une mine. Il s'est retrouvé grièvement blessé et est mort peu de temps après à l'hôpital de Sainte-Marie-aux-Mines. Vous venez d'écouter le récit imaginaire de la vie bien réelle de Mohamed Belhadj qui a combattu pour la France. Je tiens à vous indiquer, moi, Étienne Martin, l'un de ses derniers compagnons d'armes, que ce héros est inhumé dans la nécropole nationale de Schiggolsheim, en Alsace. Le 15 août 2019, lors des commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Provence de 1944, le président de la République, Emmanuel Macron, lui a rendu hommage dans son discours citant ces derniers mots au moment de mourir. Le lieutenant Belhadj va mourir, mais cela ne fait rien, vive la France. Mohamed Belhadj a été fait compagnon de la libération à titre posthume, l'une des plus hautes distinctions françaises, et pourtant nous n'avons retrouvé aucune photo de son visage. Ce visage inconnu est le symbole du courage et des sacrifices de tous ces soldats anonymes d'Afrique du Nord, morts pour le retour de la liberté en Europe. Merci pour votre attention. Voici un reportage radiographique imaginaire réalisé en juin 1952 au Tchad sur Nadjérôme Mouniro, l'un des héros de la bataille de Bir Hakeim. Me voilà à présent à Bépaupen, dans le village natal de Nadjérôme Mouniro, dans le canton de Coimbra dont il est devenu le chef. Je m'apprête à entrer dans sa maison. La porte s'ouvre et un large sourire m'accueille, celui d'un homme d'âge mûr dans la tenue traditionnelle et couverte côté cœur de nombreuses médailles. Soyez le bienvenu dans mon humble demeure. Vous avez fait du chemin depuis Paris pour venir m'interviewer, mais je ne pense pas mériter une telle interview. Merci Monsieur Mouniro. Bien sûr que si vous le méritez, car vous êtes l'un des héros de la bataille de Bir Hakeim, dont nous célébrons actuellement le 10e anniversaire. Je n'aime pas ce terme héros, mais si vous y tenez, j'aimerais vous rappeler qu'à Bir Hakeim, il y a eu autant d'héros qu'il y avait de soldats dans notre brigade, soit 3700 hommes. Certes, je vous l'accorde, vous êtes particulièrement distingué durant ce haut fait d'armes, au point de recevoir des mains du général de Gaulle en personne à la croix de la Libération. Un honneur d'autant plus grand, je le rappelle, pour nos auditeurs français, que cette prestigieuse décoration, créée par le chef de la France libre en 1940, n'a été décernée qu'à 1038 individus. Je reconnais que j'étais très fier et ému lorsque j'ai reçu cette distinction. Les sentiments que j'ai ressentis de nouveau le 18 juin 1945, lorsque j'ai défilé sur l'Arc de Triomphe à Paris, au sein d'un détachement du bataillon de marche numéro 2, cette unité m'était très chère, car j'avais contribué à sa formation en tant que sergent-chef. Dès la fin 1940, et c'est avec elle que j'avais combattu durant toute la guerre en Syrie, en Libye puis en France. Étiez-vous toujours sergent-chef lors des combats pour la libération de la France? Non, comme nous avons participé au combat pour libérer Royan en 1945, puis devant le poche allemand de La Rochelle, j'avais le grade sous-lieutenant. Il était vrai que j'avais acquis beaucoup d'expérience militaire depuis mon premier contrat d'engagement volontaire. En 1925, dans un régiment de tirailleurs sénégalais de l'armée française. De l'expérience, oui, mais aussi un courage et de grande qualité sur le terrain.
pour entraîner vos hommes sous le feu ennemi, comme en témoignent vos citations et vos états de service. Puisque nous commémorons le 10e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, permettez-moi de rendre hommage à un autre cadre africain du bataillon de marche numéro 2, qui avait en lui tout ce que vous venez de décrire à mon sujet. Le sous-lieutenant Koudoukou, originaire de Lubangui Chari, lors de cette bataille, il donna toute la mesure de son sens du commandement. Il était partout et surtout aux endroits les plus exposés jusqu'à ce qu'il soit gravement blessé à une jambe par un éclat d'obus nécessitant une amputation pratiquée sans anesthésie. Son courage provoqua l'admiration mais ne suffit pas à sauver malheureusement. Puis, puisqu'il mourut des suites de ses blessures quelques jours plus tard, c'est à lui et à tous mes camarades tués ou blessés que je pense aujourd'hui puisse leur sacrifier pour la liberté, ne jamais oublier parler aux auditeurs français qui nous écoutent. C'est sur ces mots très forts que s'achève mon reportage sur un héros de Bir Hakeim que j'ai eu le privilège de rencontrer, et vous, chers auditeurs, d'écouter de vive voix. Merci pour tout, monsieur Mouniero. À l'occasion du 60e anniversaire de la Libération, le colonel à la retraite Mouloud Akbal est invité sur un plateau télévisé en France pour témoigner de son engagement durant la Seconde Guerre mondiale. Voici un extrait de cette interview imaginaire. Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir un invité très spécial qui nous vient tout droit du Maroc, le colonel Mouloud Akbal. Bonjour, je suis très honorée que vous m'ayez invité sur ce plateau. Afin de raconter une partie de mon histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. L'honneur est pour nous. Racontez-nous tout d'abord dans quelles conditions vous vous êtes engagé dans l'armée française pour combattre durant la Seconde Guerre mondiale. Début septembre 1939, notre sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, notre futur roi Mohamed V, nous avait invités, nous les Marocains, à soutenir le peuple français amené face au danger commun. Répondant à cet appel, je me suis donc engagée volontairement dans l'armée française. J'ai suivi une instruction à l'école des officiers de Darbrida, d'où je suis sortie sous-lieutenant en septembre 1942. J'ai alors été affectée au 4e régiment de tirailleurs marocains, avec lequel j'ai participé à la campagne d'Italie puis à la libération de la France. Quel a été le moment le plus marquant dans votre engagement? C'était en Italie. À chaque fois que j'y repense, ce souvenir m'émeut. Excusez-moi. Je vous en prie. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1944, la section fut la première à s'élancer sur les pentes des monts Orinci lors de notre grande offensive pour percer la ligne Gustave. C'est au cours des premiers instants de cette célèbre bataille du Garigliano que j'ai été blessée par des éclats de grenades à l'épaule et au visage. Vu ma blessure, je devais être évacuée à dos de mulet car aucun véhicule ne pouvait monter sur ce terrain montagneux. Nous étions 3 officiers à être blessés, 3 Français et moi-même. Aucun ne voulait se faire évacuer avant l'autre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela illustre la vraie camaraderie qui régnait sur le front entre nous. Nous, les soldats marocains et français, nous étions plus que des frères. Au-delà des différences de traitement qui nous étaient imposées par le système colonial, la fraternité d'armes était bien une réalité. On souffrait et on riait ensemble. Par ailleurs, au combat, la balle ne choisissait pas entre le français et le marocain. Nous étions tous égaux. Votre blessure en Italie était la seule que vous ayez reçue? Non, malheureusement. En Alsace, le 21 janvier 1945, j'ai sauté sur une mine allemande qui m'a arraché la pointe du pied droit. J'ai alors évité de justesse l'amputation. Pour conclure cette interview, quel a été votre meilleur souvenir dans la guerre? C'est quand mes frères d'armes m'ont annoncé sur mon lit d'hôpital la victoire des Alliés le 8 mai 1945. Les combats étaient finis, enfin. Car la guerre est une réalité affreuse, croyez-moi. Merci, cher colonel, d'être venu nous voir entre 2 cérémonies commémoratives. Vous avez transmis à nos téléspectateurs une profonde leçon d'engagement et de fraternité. C'est là que prend fin ce plateau télé. Le 13 mars 1964,
2 ans après l'indépendance de l'Algérie, acquise au terme d'une guerre de décolonisation contre la France, le président de la République française, le général de Gaulle, rencontrera en tête-à-tête le président algérien, Ahmed Ben Bella, au château de Champs-sur-Marne. Le contenu de cet entretien ne fut jamais dévoilé. Nous vous en proposons un extrait imaginaire. Et dire, monsieur Ben Bella, qui durait bientôt 20 ans, au cours de l'été 1944, je vous remettrai votre médaille militaire sur le front d'Italie. C'est vrai, général. Comme vous le savez, je combattais alors au sein du 5e régiment des tirailleurs marocains, le brave 5e RTM avec le grade de sergent en chef au sein du corps expéditionnaire français, régiment qui avait été envoyé sur le front d'Italie en 1941. Oui, en effet, c'est votre engagement nationaliste avant la guerre au sein du Parti du peuple algérien qui vous avait d'ailleurs valu d'être qualifié par la police française d'éléments dangereux, et donc d'être transféré d'un régiment de tirailleurs algériens vers un régiment de tirailleurs marocains. Oui, et je ne l'ai jamais regretté, car les rapports entre militaires français et algériens y étaient excellents et l'ambiance bien meilleure que dans ma précédente unité, où les soldats algériens subissaient des discriminations que j'avais tenté de dénoncer. Quand je suis arrivé au 5e RTM, mon nouveau capitaine m'avait mis en garde. Votre dossier est là, je sais qui vous êtes, mais je ne vais pas en tenir compte. Promettez-moi une chose, nous allons nous battre et vous allez vous battre. C'est à quoi je lui ai répondu que je n'allais pas faire de propagande auprès des Marocains et que j'étais déterminé à combattre dans mon esprit. Je devais lutter résolument contre les fascistes et pour la France, donc pour une nouvelle Algérie. Et vous avez tenu votre parole, cher président, d'une manière admirable. Même j'ai relu votre carte de service, il méritait toute une considération, indépendamment de ce qui a pu nous opposer ensuite. Décoré déjà en 1940 pour avoir abattu un avion allemand Stuka qui attaquait la ville de Marseille. Vous avez ensuite accumulé des citations durant la campagne d'Italie, obtenant notamment cette médaille militaire que j'évoquais à l'instant, et que vous avez remise après la libération de Rome. Enfin, vous avez reçu la croix de guerre avec palme par un décret que j'avais moi-même signé en novembre 1944. Votre fougue et votre courage vous ont permis aussi d'être promu au grade d'adjudant. C'est vrai, mais je n'ai fait là alors que mon devoir. Mes camarades me surnommaient en plein mort. La guerre ne m'a pourtant pas épargné. J'ai été blessé et 3 de mes frères en Italie et ont laissé leur vie dans cette guerre horrible. Comme vous le savez, quand j'ai appris presque simultanément la fin du conflit et la reprise sanglante du soulèvement algérien de Sétif, au lendemain du 8 mai 1945 par l'armée française, j'ai perdu mes illusions au sujet de notre destin commun. Vous connaissez la suite sur mon engagement politique sur un autre chemin de liberté. Mais leur histoire partagée retiendra aussi la loyauté d'Ahmed Ben Bella envers la France durant la Seconde Guerre mondiale et sa contribution aux victoires de l'armée française de la libération. De plus, en sauvant son capitaine blessé sur le front d'Italie qui a ramené dans les lignes françaises, Ahmed Ben Bella a accompli un acte de fraternité et d'humanité dont la valeur et l'exemplarité resteront une source d'inspiration pour les générations futures sur les 2 rives de la Méditerranée. Voici maintenant un texte imaginaire à 4 voix dans un hommage entrecroisé à 2 combattants de la liberté originaires de l'Algérie et du Maroc, Alain né Ali Mimoun et Ali Nadi. Comment se représenter le courage dont avait preuve notre arrière-grand-père? Quand il est mort en 2013, je n'avais que 5 ans et demi, et toi presque 4. Nous étions trop jeunes pour parler de cela avec lui. Je me souviens juste du vieux documentaire d'histoire en noir et blanc, réalisé en 1971, je crois, sur la participation du corps expéditionnaire français à la campagne d'Italie, qu'on avait regardé en famille sur Internet. Et moi aussi, il m'avait beaucoup marqué. Notre arrière-grand-père disait devant la caméra qu'il avait vu l'enfer près de Monte Cassino. Et c'était émouvant car il est revenu sur les lieux même de cette bataille. Comme cela a-t-il dû être dur à supporter. La guerre est une horreur, est un traumatisme absolu. Ce n'est pas comme dans les jeux vidéo. Il suffit d'un seul bout de métal, d'une balle, d'un éclat d'obus, de grenade, si petit soit-il, pour détruire une vie qu'il a fallu tant de temps à construire. En effet, cette réalité nous échappe et je pense que jamais nous ne pourrons vraiment réaliser le courage et la détermination qui ont animé notre célèbre ancêtre. C'est marrant de se croiser là, mais qu'est-ce que vous faites ici? On va sur la tombe de notre arrière-grand-père et ancien gourmet marocain Ali Nadi dans le carême du mort du cimetière. Ah, mais nous aussi on va sur la tombe de notre arrière-grand-père, alors nous, dans la partie chrétienne du cimetière. On est ensemble, on est des trucs.
Bonjour. Bonjour, mes petites princesses. Merci de rendre visite à votre arrière-grand-père. Quand j'ai rendu mon dernier souffle en 2017, vous aviez 8 ans et 10 ans. Vous vous souvenez quel était mon surnom? Oui, bien sûr, pour tous nous, tu étais notre Adjad, adoré et respecté. Mais tout le monde en dehors de la famille t'appelait le lion de la classe. Peux-tu nous en rappeler l'origine? Sachez qu'à votre âge, les garçons qui étaient nés dans les tribus berbères de l'Atlas vivaient toujours dehors, occupés à garder les moutons, à des tâches manuelles ou à chasser. Notre quotidien était rude et tellement éloigné de celui de votre génération qui me semble complètement perdu dans les écrans. Vos engins à clapper qui vous clouent le plus souvent dans vos maisons. Mais revenons à votre question. Je n'avais que 19 ans en juin 1943 quand je me suis engagé comme goumier au sein du 60e GOUM qui lui-même appartenait au 2e groupe de tabors marocains sous commandement français. Oh là là, tu nous as déjà perdu avec tous ces noms. Ah ben, je comprends. Nous, les goumiers, nous étions des fantassins légers, recrutés essentiellement dans les tribus berbères des montagnes de l'Atlas. Notre fonctionnement singulier et notre équipement traditionnel nous différenciaient des autres troupes recrutées par les Français au Maroc. Notre unité de base était un GOUM, équivalent d'une compagnie de près de 200 hommes. 3 ou 4 GOUM regroupés formaient un tabor. 3 tabors réunis formaient à leur tour un groupe de tabors, soit l'équivalent d'un régiment de 2500 à 3000 hommes. C'est plus clair ainsi? Oui, merci beaucoup. Continue, s'il te plaît. Avec mes camarades du 2e groupe de tabors marocains, j'ai participé à la libération de la Corse à la fin septembre et au début octobre 1943. Nous y avons livré de très durs combats pour nous emparer du col de Tejib, qui ouvrait les portes de Bastia. J'ai été blessé à l'épaule, mais j'ai reçu aussi ma première citation qui soulignait mon courage et mon sang-froid. À partir du mois d'août 1944, j'ai pris part au combat pour la libération de la Provence, puis de l'Alsace, avec ma fougue habituelle, ce qui m'a valu 2 nouvelles citations et une promotion au grade de Mahoun, c'est-à-dire de caporal. Oh là là, nous sommes... Ma 4e citation, je l'ai gagnée lors de la campagne d'Allemagne-Autriche en avril-mai 1945, pour ma bravoure, encore une fois, face à l'ennemi. Voilà pourquoi j'ai commencé à être surnommé dans les derniers mois de la guerre le lion de l'Atlas. Comme nous sommes fiers de toi. Papa et maman nous ont raconté quand la fois tu es parti en Corse en 2013 pour être fait officier de la Légion d'honneur. Ah, pour moi ce fut un moment très fort. Certains peuvent voir ces médailles comme de simples trophées, mais moi je les vois comme des histoires, mon histoire, ponctuée de faits d'armes héroïques, de souffrances quotidiennes, de blessures et de moments de camaraderie si réconfortants face à la présence permanente de la mort. Sachez, mes petites princesses, qu'au total, j'ai passé 13 ans dans l'armée française. Que se passe-t-il? On me rappelle là-haut, déjà, mais je vous embrasse fort et dites à vos parents que je les aime. Mais où est-il? Est-ce que vous étiez passé? On vous a cherché partout dans le cimetière. Vous n'allez jamais nous croire qu'on a croisé notre arrière-grand-père. Mais comment c'est possible? Il est mort! Aussi dingue que ça a pu se paraître, on a vu son fantôme. Oh, tu crois que ça va nous arriver à nous aussi? J'aimerais tant. Bon, dans l'immédiat, allons sur la tombe de notre arrière-grand-père pour lui lire le texte poétique qu'on a écrit moi et ma petite sœur. À même pas 18 ans, engagé dans l'armée française, c'est sur la frontière belge qu'il était envoyé, durant les heures éprouvantes de la débâcle en mai-juin 1940. Il évite la captivité. Cantonné avec son unité
À Bourg-en-Bresse, il en profite, il y découvre la course à pied et plein d'ivresse remporte ses premiers succès. En novembre 1942, de retour en Algérie, au sein du 19e régiment de génie, il est affecté. Il y brille avec son équipe de crosse sur les pierres des pistes desséchées. Malheureusement, la guerre reprend ses droits et c'est près de Monte Cassino qu'il est envoyé. Là, début 1944, il voit l'enfer sur terre et par un éclat d'obus, il est grièvement blessé. Son pied gauche durement touché, un premier médecin américain pense devoir l'amputer. Il se croit vaincu, mais opéré par un autre médecin, le docteur Grasset, son destin est sauvé. Celui d'un athlète accompli après la guerre et futur champion olympique français. Mais en 1944, la guerre n'est pas encore finie. Rétabli, c'est en Provence qu'il doit débarquer, ultime combat en France, puis en Allemagne, en 1945, sur les chemins de la liberté. Honneur à nos aïeux qui ont combattu pour la liberté, Alain Mimoun et Ali Nadi. Et maintenant, table ronde imaginaire, le 25 janvier 1984, entre deux historiens qui rapportent publiquement lors d'un festival d'histoire le fruit de leur enquête sur le portrait sans visage d'El Hadi Ben Qassem Ben Attab. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Théo, je suis historien, spécialiste des questions sociales et politiques de l'Afrique du Nord au XXe siècle. Bonjour, pour ma part, je m'appelle Armando, je suis également historien, mon domaine de recherche porte sur la Seconde Guerre mondiale. Nous allons vous parler aujourd'hui d'El Hadi Ben Qassem Ben Attab. Tout est parti de ce portrait nominatif dont vous voyez la diapositive à l'écran. Ce portrait, son autobiographique, daté de 1974, trouvé au hasard pour nos recherches, nous a intrigués car il ne présente pas de visage, comme vous pouvez constater. Avec mon collègue, nous avons donc voulu savoir qui était cette personne et pourquoi n'avait-elle pas de visage. En croisant le nom de cet homme et en observant son uniforme, nous avons déduit qu'il s'agissait d'un officier tirailleur nord-africain. Et c'est ainsi que nous avons découvert qu'il s'agissait d'un sous-lieutenant du 4e régiment des tirailleurs tunisiens, né à Kérouan le 1er décembre 1915, mort sur le front d'Italie, le 25 janvier 1944. Il a 40 ans aujourd'hui. Avant que mon collègue vous décrive les circonstances de sa mort, laissez-moi vous présenter cet homme. Son bon niveau d'instruction lui a permis de devenir l'un des rares officiers musulmans de son régiment, où il commandait une section de 30 à 40 hommes. D'après nos recherches, il était imposant physiquement et sa stature reflétait son charisme ainsi que son autorité. Non seulement il avait beaucoup de prestance, mais en plus il était très apprécié de ses hommes et de ses supérieurs. En décembre 1943, cet officier tunisien débarque avec son unité dans la baie de Naples. Au sein du corps expéditionnaire français pour combattre les Allemands dans la région montagneuse des Abruzzes au nord de Cassino. Le 25 janvier 1944, son régiment participe à une attaque visant à s'emparer des positions ennemies sur le Belvédère, un haut plateau parsemé de pitons rocheux. El Hadi Ben Qassem Ben Attab participe à la première vague qui doit conquérir la côte 470 en vue de l'assaut principal de son régiment sur le Belvédère. À la tête de sa section, il avance résolument quand son capitaine, grièvement blessé, lui confie le commandement de cette compagnie. Dans un vacarme effrayant, il se rue à l'assaut avec ses tirailleurs. C'est alors qu'un éclat de pluie lui arrache un avant-bras. Il ruisselle de sang, mais continue d'avancer, avec un courage inouï. Il crie, encourage sa troupe, se démène jusqu'à ce que ses hommes atteignent le sommet de l'éperon rocheux. À cet instant, il est mortellement blessé par une rafale de mitraillette allemande. Notre enquête nous a permis de savoir que ce corps repose aujourd'hui dans l'une des 3100 stèles de l'impressionnant carré musulman de la nécropole nationale française de Venafro, une vingtaine de kilomètres de Cassino. Et donc, nous avons répondu à cette question. Comment expliquer que cet héros tunisien de l'armée française n'ait pas de visage sur ce portrait dessiné? Nous ne pouvons ici émettre que des hypothèses. Durant notre enquête, nous n'avons pas retrouvé de photos d'El Hadi Ben Qassem Ben Attab. Dans les livres, les archives consultées ou chez les anciens combattants du 4e régiment des tirailleurs tunisiens rencontrés en France. Mais cela ne signifie pas qu'il n'en existe pas. Il est vrai que ce régiment a été particulièrement meurtri lors des combats victorieux du Belvédère, puisqu'il enregistre 2007
tué particulièrement meurtrier, dont le sous-lieutenant Bouakaz. Ami très proche d'El Hadji Belkacem El Attab, autant de mémoires vivantes qui ont disparu et donc de visages sur les photos existantes deviennent difficiles à identifier. D'autres clichés ont pu se perdre et disparaître avec les années. Mais nous sommes certains que des photos de cet officier existent en France et en Tunisie, où nous n'avons pas pu continuer nos recherches pour faute de moyens financiers et de temps. Dans tous les cas, 40 ans après sa mort, si son portrait n'a toujours pas eu de visage, il a maintenant une histoire que nous venons de transmettre. Mon collègue Théo, nous espérons que vous retiendrez le courage et le risque de ce soldat tunisien au visage inconnu qui a combattu et qui est mort pour la France ainsi que pour la liberté. Et maintenant, un dialogue imaginaire en 2024 entre un groupe de 3 élèves de 3e et l'esprit de Georges Duxon, dont seule la voix est perceptible. Ouais les gars, on est d'accord. Et Rodri, il mérite clairement pas le ballon d'or. Alors, moi, je sais pas, il a fait une bonne saison, franchement. Non, les gars, arrêtez de parler de foot. On se concentre sur le travail d'histoire pendant 1 heure et après, ça ira. Mais on va faire quoi déjà? Bah, c'est un travail sur Georges Duxon, un combattant de la liberté, pour la Seconde Guerre. Wow, trop la flemme en vrai. Même moi, en plus, on a rien trouvé sur lui. Ah ouais les gars, vous ne voulez déjà plus parler de moi? C'est le Père Noël. Ah ouais? Ben non les jeunes, c'est Georges Duxon. Mais attends, mais t'es pas mort toi? Ben, mon corps si, mais pas mon esprit. Vous avez besoin d'un petit coup de main visiblement. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi? Wow, on parle donc là avec ton esprit, c'est ouf. Ouais, bon du coup, t'es né quand et où? Je suis né en 1923 à Port-Gentil au Gabon, qui était alors une colonie française. Ok, tu peux nous raconter un peu ta vie, s'il te plaît, pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça? Quand la guerre a débuté, je me suis engagé volontairement à 17 ans dans l'armée française, où j'ai été promu sergent. J'ai ensuite été capturé par les Allemands lors de notre défaite en mai et juin 1940. Tu as donc été envoyé dans un camp de prisonniers en Allemagne? Non, non, non. Les nazis prétendaient que les prisonniers de couleur allaient souiller leur territoire en y répandant des maladies tropicales et la contamination raciale. J'ai donc été interné en France dans un de ces camps de prisonniers réservés aux soldats coloniaux qu'ils appelaient Frontstalag. Mais j'ai fini par m'évader en 1943 et je me suis installé à Paris. Ah, et donc après, t'es rentré dans la résistance française? Non, 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 les garçons, faudra pas forcément le répéter, mais je vais être honnête avec vous. J'ai vécu à Paris de petits trafics. Pourtant, sur la photo que la porte nous a pris, on voit avec un fusil un brassard de résistant. Ah bah oui, en effet. Lorsque les combats pour la libération de Paris ont débuté le 19 août 1944, j'ai proposé spontanément mes services et mon expérience militaire aux forces françaises de l'intérieur. J'ai donc pris les armes à leur côté dans le 17e arrondissement et je vous assure que je n'ai pas ménagé ma peine malgré une blessure reçue au bras lors de violents combats de rue. Vous n'allez pas me croire, mais je suis apparu à 3 reprises dans un film tourné au cœur de l'insurrection, puis sur des photos le 26 août, non loin du général de Gaulle, dans le cortège qui descendait les Champs-Élysées. Bon, j'ai fini par en être chassé par un officier français, mais j'ai bénéficié pendant plusieurs jours d'une grande notoriété. On me surnommait le Lion Noir du 17e. Et je vendais même des photos de moi dédicacées. Wow, t'as vraiment eu un parcours incroyable. Hein. Quelle bravoure, quelle audace. Oui, c'est vrai, mais je suis retombé ensuite dans mes pratiques illégales, surtout du trafic d'objets volés. C'est ce qui m'a amené à ma mort, le 11 novembre 1944. Malgré ce que tu as fait d'illégal, nous t'admirons. Tu nous impressionnes beaucoup quand même. Ouais, merci les jeunes, ça me touche. Bon, à présent,
et il est temps pour moi de repartir. D'accord, Georges. Nous espérons que ton esprit a trouvé la paix depuis ces années de guerre. Tu n'es pas le Père Noël, mais tu viens de nous faire un super cadeau. Ouais, quelle leçon de vie. Ouais les gars, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal qu'on est quelqu'un de mauvais. Georges a eu sa part d'ombre, mais aussi sa part de lumière. Je comprends bien maintenant pourquoi on devait travailler sur lui. Hein. Si tu nous entends encore, Georges, encore merci. Nous ne t'oublierons jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un jour, un portrait. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un tirailleur tunisien qui s'est illustré durant la Seconde Guerre mondiale, du nom d'Ahmed El Abed. Avant que nous passions à l'interview de l'une de ses descendantes, nous allons vous diffuser une vidéo d'archives qui date du 19 mars 1945, le jour où l'adjudant-chef Ahmed El Abed a réussi à franchir la frontière allemande avec sa section de tirailleurs tunisiens. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui nous sommes le 19 mars 1945 et nous venons d'avoir des nouvelles des dernières minutes concernant l'avancée des troupes françaises au niveau de la frontière allemande. Un tirailleur tunisien du nom de Ahmed El Abed, en tête de ces hommes, vient d'être le premier à franchir la frontière allemande, mais malheureusement, l'un de ses compagnons meurt en se sacrifiant pour lui. À l'époque, ce reporter n'avait pas le droit de donner des indications géographiques précises. Ahmed El Abed et ses hommes venaient alors de franchir la Lauter, un cours de frontalier au nord de l'Alsace, et prenaient possession d'un village allemand du Scheinbenhardt, situé en Rhénanie-Palatinat. Passons à présent à notre interview. Nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau l'une des descendantes d'Ahmed El Abed, Salim El Abed. Bonjour Salim. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour évoquer la mémoire de mon arrière-grand-père. Quel homme était votre arrière-grand-père? Mon arrière-grand-père était un homme aussi courageux que humble. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de souvenirs personnels de lui, car il est mort en 2004, quand j'étais très jeune. Mais mon grand-père, Gérard Najib El Abed, mon papa, Salim El Abed, et ma tante, Nesrine, m'ont toujours parlé de lui. Son souvenir est resté bien vivant dans notre famille, qu'il admire toujours énormément. C'est une grande fierté pour nous qu'il ait été le premier soldat de l'armée française à franchir en vainqueur la frontière allemande. J'ai une question assez spéciale. Savez-vous quel a été le soldat qui s'est sacrifié pour la vie de votre arrière-grand-père sur le sol allemand? Oui, mon arrière-grand-père a vraiment tenu à ce qu'on sache qui lui avait sauvé la vie, pour ne pas qu'on oublie. Ce tirailleur est originaire de Al-Qobla. C'est un village de la région de Sousse. Avant l'interview, vous m'avez dit que ce soldat avait un surnom assez spécial. Lequel? Oui, ses frères d'armes l'avaient surnommé Shams. Ce nom est très symbolique dans notre langue. Il signifie le soleil. Permettez-moi de vous lire ce que mon arrière-grand-père avait raconté ému à son sujet. On l'avait surnommé Shams car il nous illuminait par sa joie de vivre au quotidien, nous faisant oublier pendant quelques instants les souffrances du moment. Merci beaucoup Sally pour ce témoignage très émouvant. Merci à vous. Sally, nous avons une surprise pour vous. Nous avons retrouvé l'arrière-petite-fille de Shams. C'est la fin de cette édition. Nous allons laisser nos deux invités discuter ensemble. Merci beaucoup.
Alors maintenant, nous allons écouter une lettre imaginaire d'Adolphe Diagne à sa fiancée après sa blessure reçue en septembre 1944 lors des combats pour la libération de la France. Ma chère bien-aimée, à l'heure où je t'écris, je suis en convalescence à l'hôpital, où j'ai été emmené il y a quelques jours après avoir été touché à la jambe. Mais rassure-toi, je vais mieux à présent. J'ai été blessé dès mon premier jour de combat, le 27 septembre 1944, en Haute-Saône, par des éclats de mortier alors que j'effectuais une reconnaissance d'itinéraire à la tête d'une compagnie de ramassage du 1er bataillon médical de la 1re division française libre. Plusieurs de mes camarades ayant été aussi touchés, j'ai réussi malgré ma blessure à leur donner les premiers soins. Lors de mon évacuation, je me suis évanoui de fatigue et de douleur. Quand je repris connaissance, j'étais sur mon lit d'hôpital avec un bandage à la jambe, rassuré de ne pas avoir été amputé. J'apprends aujourd'hui que je serai redéployé dans quelques semaines sur le front pour retrouver mon unité. Je sais que tu ne voudrais pas que j'y retourne, mais c'est mon devoir. Ici, nous espérons tous que la guerre va bientôt se terminer avec la victoire finale. Une victoire chèrement payée. Tant de camarades sont déjà morts ou ont été blessés comme moi. J'espère que de ton côté, tout va bien, que l'attente à la maison n'est pas trop difficile. Si tu savais à quel point tu me manques. Actuellement, je n'ai qu'une seule envie, te serrer très fort dans mes bras. Je t'aime fort, ton Adolphe. Mon cher Adolphe, je viens de recevoir ta lettre à l'instant. Je me suis effondré en larmes devant elle, avec aucune envie de te répondre, tant le chagrin est fort. Mais j'ai respiré un beau coup pour pouvoir finalement répondre, car il est temps que je partage avec toi ce que je ressens. Chaque jour sans toi est un vrai défi. J'essaie de rester occupé, mais rien ne peut vraiment combler les vides que ta présence laissait dans ma vie. Les soirs sont particulièrement difficiles. Lorsque je m'assois seul et que je me remémore nos rires et nos conversations, tout me rappelle ta personne et je réalise à quel point tu es important pour moi. Je repense souvent à nos promenades dans le parc, aux petites choses que nous faisions ensemble, quand partager un café ou simplement profiter de la beauté des lieux. Ces souvenirs me réchauffent le cœur, mais ils me rappellent aussi combien ta présence me manque. J'aimerais tant que tu sois ici, à mes côtés, pour créer de nouveaux souvenirs et vivre de nouveaux moments ensemble. Je sais que tu es occupé et que tu as des responsabilités, mais sache que je suis là, te soutenant de tout mon cœur. J'espère que tu prends soin de toi et que tu trouves un peu de temps pour te reposer de ta blessure. J'ai hâte de te retrouver et de te serrer dans mes bras. Mon amour ne fait que de grandir pour toi. Je suis impatient de te revoir. Prends soin de toi, mon cher Adolphe, et sache que je pense à toi chaque jour. Reviens vite car mon amour mérite d'être célébré ensemble. Avec tout mon amour, ta bien-aimée. Bonjour, nous allons vous présenter le court-métrage que nous avons réalisé sur Eugénie Djendi et ses deux camarades. Elles se sont engagées très tôt dans l'armée pour un pays qui n'était pas le leur. En effet, elles rejoignent le groupe de marionnettes en 1942. Bon visionnage. bien que les Anglo-Américains ils ont débarqué la semaine dernière. Je suis un soldat français d'Algérie, je dois y aller. Ah non, mais t'as pas le droit de partir, t'as pas le droit de me laisser là. Si, je dois y aller. C'est pas toi qui vas me reprocher. Non mais t'as pas le droit. S'il te plaît, reviens. Salim! Allô? Salim vient de partir. Chez moi, c'est mon père.
J'ai peur, Suzanne, j'ai tellement peur. Eugénie, je peux rentrer? Entre, je suis au téléphone avec Suzanne. J'espère que je te dérange pas? Non, t'inquiète pas. Je suis tellement angoissée par l'annonce de la mobilisation générale. Moi, c'est mon oncle qui est parti. Et vous? Puis moi, c'est mon père. Ils vont mourir. Peut-être pas, mais ils vont souffrir, ça c'est sûr. Et nous, on doit rester là comme ça, sans rien faire. Moi, je pense qu'on devrait s'engager dans l'armée. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, Pierrette? J'ai pas ta sœur, moi. Je me marie dans moins d'un mois. Mais comment t'as pu devenir comme ça, en fait, Suzanne? Quand t'étais petite, tu rêvais de partir découvrir le monde, de sortir de ce vieux village. Et là, maintenant, tu te refermes et tu deviens comme ta mère. Non mais essaye de la comprendre, c'est pas facile pour elle. Elle est morte de peur. Et alors? Eugénie, t'es la personne la plus courageuse que je connaisse. Petite, c'était toujours toi qui nous entraînais. Dans les bêtises, les mauvais coups. Et là, maintenant qu'on parle d'un truc sérieux, tu fais quoi? Tu te refermes. Tu perds tout ton courage. Sauf que là, on parle de la guerre. Suzanne? Tu parles plus? J'ai pas envie, les filles. J'en ai jamais voulu. Hein? Mais de quoi tu parles? Calme-toi. On n'a jamais dit qu'on allait partir. J'ai jamais voulu ce mariage. Jamais. On me l'a imposé et j'ai même pas pu en discuter. Je veux plus rester ici. En fait, je crois que je veux partir. Oui, je veux y aller. Mais j'ai envie de partir. Mais t'es complètement folle. Ton frère vient de partir. Tu crois que ça ne suffit pas? S'il te plaît, Habiba. Reste un peu avec moi. Maître? Oui, ok, d'accord. Ça marche? Suzanne, 1, 2, 2. Pourquoi ça marche pas? Allô? Allô? Ah, ça marche pas. Eugénie, à l'appareil.
je crois qu'on a reçu une lettre de l'armée. Oh! Allez, patiente. Allez. En France? C'est pour aller en France? Ich weiß nicht. Komm schön her, der kann gerne mal fest.
grand groupe d'acteurs, merci à ce grand groupe d'auteurs et d'acteurs. Merci pour toutes ces émotions. Par moments, on a les larmes aux yeux, mais c'est restituer la vérité historique aussi. Et c'est sans doute le plus grand message que vous faites passer, c'est de faire vivre la richesse de la différence. Et c'est cette force-là qui nous donne des ailes, parce que vous avez su, vous les 56 auteurs et auteurs des textes et acteurs, vous avez su nous transmettre ce message.